Je vous présente donc la partie sur les éléments importants pour la transition biologique. Donc, ce que je prévois vous présenter, c'est un léger portrait de la viticulture bio au Québec. Quelques éléments à savoir pourquoi vous avez l'intention de changer vers le bio. Une présentation sur qui gère quoi. On va essayer de démêler un petit peu tous les organismes en fait, qui sont impliqués dans la production, dans la gestion de la certification de l'appellation bio. Ensuite, on va faire un petit tour d'horizon des différents éléments de la norme, donc pour essayer de voir à quoi ça correspond. Les étapes de certification aussi, comment faire pour bien se préparer, les documents à mettre en place. Vers la fin, je vais vous présenter quelques éléments sur les défis que vous risquez de rencontrer au champ. Je ne vais pas rentrer nécessairement sur les techniques de culture, mais juste vous présenter les quelques outils que vous avez disponibles et les défis auxquels vous risquez de vous buter. Enfin, je vais vous présenter rapidement quelques éléments sur le vin bio, mais pour l'instant, il n'y a pas rien de précis pour le Canada. On verra ça tout à l'heure. Alors, si on va sur le portail des produits bio du Québec, on peut faire le tour des producteurs qui sont déjà certifiés en bio. Et on voit que ça progresse au cours des dernières années. Moi, je le vois dans ma pratique, les producteurs sont de plus en plus intéressés à amener une partie de leur production vers le bio, d'utiliser des produits un peu plus moins dommageables pour l'environnement, pour la santé humaine. Donc, c'est un peu la répartition actuelle des producteurs de vin, de raisin de cuve ou de raisin de table qui sont actuellement certifiés au Québec. On voit que la Montérégie se classe bon premier. On voit aussi qu'il y a étonnamment beaucoup de producteurs de raisins de table qui sont certifiés bio. On s'entend que les superficies ne sont probablement pas énormes pour chacun de ces producteurs-là. Souvent, c'est des producteurs qui vont faire des paniers aussi en même temps, donc ils vont avoir quelques raisins bio à travers. Mais ça reste que pour le raisin de cuve, on voit qu'il y a quand même une progression. En tout cas, nous, on le voit en tant que conseiller, qu'on voit une progression depuis quelques années. Pourquoi changer pour le bio? Chacun a ses propres raisons. Ce qu'on remarque ou ce qu'on peut faire ressortir souvent, c'est que ça va être des raisons environnementales pour essayer d'avoir un peu plus une meilleure protection de l'environnement qui nous entoure. De santé aussi, pour utiliser des produits qui sont moins dommageables pour nous, étant donné on utilise des produits assez régulièrement. Pour certains, c'est une occasion de relever un nouveau défi entrepreneurial. Le bio amène certaines contraintes. Donc, ça peut être un défi pour certains de vouloir relever. Entrepreneurial, mais aussi agronomique. Comme je dis, il y a certaines maladies qui peuvent être difficiles à contrôler en bio, mais ça peut être un défi à relever d'utiliser des méthodes différentes, en fait, alternatives à la régie conventionnelle. Et puis pour certains, c'est purement un intérêt économique. On le voit aussi pour certaines personnes, comme quoi c'est un attrait de pouvoir vendre des produits normalement un petit peu plus chers dans certains cas. Donc, il peut y avoir un attrait économique pour la transition vers le bio. Il faut aussi se rappeler que la certification en soi, c'est essentiellement un outil de communication. Vous apposez un logo, il y a quelqu'un qui vient vous vérifier. Donc, pour vous, ça devient un outil de communication pour le consommateur. Et ce logo-là ou cette certification-là lui assure en fait que vous respectez les normes. Ce n'est pas tout le monde qui font ce choix-là. On n'est pas obligé de se rendre jusqu'à la certification. Vous pouvez avoir des pratiques bio sans nécessairement apposer votre logo dessus. Mais la certification sert entre autres à ça, à un outil de communication. Donc, si on regarde d'où vient la norme et qui la surveille, donc si on va partir du plus gros, en fait, du Conseil du Canada. Donc, la norme bio, c'est une norme canadienne qui est établie par le Conseil canadien des normes. C'est eux qui établissent la norme et en fait, c'est un comité de producteurs, de consommateurs, de professionnels et d'organismes de recherche, entre autres, qui se réunissent et qui établissent les différentes normes pour chaque production, pour la production bio. Cette norme-là est révisée aux 5 ans. Donc, si jamais vous avez des commentaires à faire, vous pouvez vous impliquer dans le comité ou dans
différents niveaux des comités pour essayer de faire bouger la norme selon les contraintes que vous avez. Mais bon, ça reste que ça, c'est établi au niveau canadien. Au niveau provincial, c'est le Conseil canadien des appellations réservées et des termes valorisants, le CARTV en fait, qui vient accréditer et surveiller les organismes de certification. Donc, c'est eux qui qui s'assurent que ces organismes-là respectent des normes administratives, entre autres, et qui s'assurent qu'ils font bien leur travail. Le CARTV conseille aussi le ministre sur les nouvelles appellations qui peuvent se mettre en place. Par exemple, l'appellation IGP, vin du Québec, Vanilla du Québec, c'est le CARTV en fait qui fait partie, qui a conseillé le ministre sur ces nouvelles appellations-là. Et le CARTV surveille aussi l'utilisation de chacune de ces appellations-là. On parle souvent du bio, mais il y a aussi toutes les autres appellations, par exemple le veau de Charlevoix ou la pintade du Richelieu, ou comme je disais, toutes les appellations vin et cidre du Québec. Donc ça, c'est au niveau provincial. Et par la suite, on arrive à l'organisme de certification. Donc, c'est plus à eux que vous allez avoir directement à faire. Il y a différents organismes de certification au Québec. Les plus fréquents qu'on va voir sur les produits qui sont en place au Québec, c'est EcoSer Canada et l'organisme Québec Vrai. C'est les deux que vous allez voir le plus souvent, mais il y en a d'autres. J'ai mis leur logo ici. Ils sont un peu moins présents au Québec, un peu plus au Canada, dans certaines autres provinces. Mais sachez qu'ils existent et qui peuvent aussi très bien, qui sont accrédités, peuvent très bien vérifier la norme pour que vous obteniez une certification. Je vous ai mis en haut les logos Bio-Québec, en fait, en haut à droite, le logo Bio-Québec, qui est un logo volontaire de la filière bio, que vous pouvez demander l'utilisation en adhérant à cette filière-là. Mais c'est un logo de plus, un autre outil de communication. Et puis sinon, à gauche, je vous ai mis le logo d'Organique Canada, Biologique Canada, en fait, qui indique simplement que le produit respecte la norme canadienne biologique. Donc, ça peut être un produit qui vient du Mexique, par exemple, et qui est certifié bio au Mexique, mais qui respecte la norme canadienne. Alors, à ce moment-là, on peut apposer le logo Biologique Canada. Donc, l'organisme de certification en soi, lui, ce qu'il va venir faire, c'est évaluer la conformité de vos pratiques en entreprise, s'assurer que vous utilisez les produits conformes à la liste des substances permises. Il va confirmer la certification, puis il s'occupe aussi de faire une surveillance annuelle du respect de la norme. Donc, c'est vraiment eux l'organisme de contrôle le plus près des entreprises. Deux documents importants à consulter si vous voulez vous orienter vers la transition biologique sont disponibles sur le site du gouvernement du Canada. Donc, le système de production biologique, les principes généraux et normes de gestion. Donc, là-dedans, vous allez avoir tout ce qui concerne la pratique de l'agriculture biologique, quels sont les principes à respecter et les méthodes à mettre en place dans votre régie de production. Le deuxième document très important à consulter, c'est la liste des substances permises. Donc là-dedans, c'est un très large document où vous allez retrouver toutes les substances qui peuvent être utilisées en régie biologique. On n'a pas nécessairement les produits commerciaux qui sont indiqués dedans, mais vous avez toutes les matières actives qui vont être autorisées, qui vont se retrouver dans cette liste-là. Donc, vous n'avez pas besoin de chercher beaucoup plus loin si vous voulez aller vous orienter vers une transition bio. C'est vraiment les deux documents à consulter. Ça peut paraître un peu épeurant quand vous ouvrez le premier, le principe généraux et normes, mais sachez qu'il y a certaines sections qui ne vous concerneront pas, par exemple tout ce qui est production animale, par exemple production de champignons, des choses comme ça, des productions particulières qui ne vous concernent pas nécessairement. Donc, aller directement à la production qui vous concerne, dans votre cas généralement la production végétale et les normes générales. Si on regarde les principes généraux de la régie biologique, ça se découle grosso modo en 4 axes. Donc, un producteur qui a une philosophie vers le bio va vouloir avoir
s'orienter vers la santé en général, la santé des sols, des plantes, des animaux et des humains, ça va de soi. Il y a aussi un principe d'écologie, en fait, donc le respect des écosystèmes, des systèmes écologiques. Il y a des principes d'équité qui doivent être respectés, c'est-à-dire une relation équitable pour l'environnement entre les humains. Il y a un principe aussi de précaution. Donc, on doit s'assurer que ce qui est distribué aux clients ou ce qu'on produit, en fait, est, voyons, une protection pour la santé, puis pour le bien-être des humains actuels et pour l'environnement futur. Quelques éléments clés de la norme. Ça, c'est tiré justement du système de production générale de la norme. Donc, c'est quelques éléments que je vous ai mis comme ça. Donc, comme je disais, il y a des normes générales et des normes spécifiques à la production. Par exemple, entre autres, la production acéricole, la production de champignons, c'est des normes spécifiques à certaines productions qu'on retrouve là-dedans. Comme je disais, vous orientez-vous vers le système de production végétale. Ce qu'on doit savoir, c'est que une entreprise qui effectue la démarche vers le biologique doit avoir en tête d'effectuer une transition complète de son entreprise. Vous ne pouvez pas mentionner ou vouloir avoir uniquement une partie de votre entreprise qui est en biologique. Donc, la totalité doit au final, dans de quelques années, se convertir complètement vers le bio. La production parallèle est interdite. Ça, c'est un point assez important, étant donné la disposition des parcelles que vous avez. On ne peut pas certifier une même variété, par exemple un Frontenac, qui soit en bio, et puis un champ à côté avec un Frontenac qui ne serait pas en bio, qui serait en conventionnel. Si vous voulez réaliser une transition vers le bio, vous devez faire certifier ou faire une transition complète de tous les Frontenacs en même temps, pour éviter qu'il y ait une confusion là, au niveau de la transformation ou de la récolte, des choses comme ça. Donc, la même culture, la même variété doit se convertir en même temps. Donc, c'est ce qu'on appelle les productions parallèles. Dans certains, pour avoir marché plusieurs de vos champs, dans certains cas, ça peut devenir un peu compliqué. Mais sachez que c'est ça, vous devez avoir la même variété convertie en même temps. Vous avez aussi une interdiction d'alterner entre la production biologique et la production conventionnelle. Vous ne pouvez pas décider parce que pour X raisons, c'est plus difficile cette année, que vous ne ferez pas certifier puis revenir l'année d'après ou l'année suivante. C'est des choses qui ne se font pas. Vous restez en bio ou pas, ou vous restez en conventionnel. Il y a une petite porte ouverte pour ce qui est des intrants non autorisés. Dans certains cas, je mets un très gros bémol à ce niveau-là. Quand il n'y a pas de produit de rechange, c'est possible parfois d'utiliser des intrants non autorisés. Mais encore là, avant d'utiliser un intrant qui n'est pas autorisé, assurez-vous, faites la demande auprès de votre organisme de certification. Vous allez devoir démontrer avec beaucoup d'assurance comme quoi c'est un produit qui n'a pas d'équivalent en bio. Mais bon, je le mentionne quand même, mais sachez que j'y mets un très, très gros bémol à ce niveau-là. Vous devez respecter une zone tampon de 8 mètres, en fait, pour tout ce qui est les productions à proximité qui pourraient être en conventionnel. Donc, c'est une zone tampon qui est relativement facile à respecter dans la mesure où vous avez généralement des chemins, des fossés, en fait, qui séparent les parcelles. Mais sachez que si vous avez des voisins qui sont en conventionnel à côté, il y a une zone tampon de 8 mètres à respecter. Généralement, c'est vous qui devez la mettre en place. D'autres éléments clés pour ce qui est de la norme biologique. La norme indique qu'on doit maintenir la fertilité des sols, donc on doit s'assurer d'améliorer l'activité microbiologique du sol par les pratiques culturelles, entre autres, qui vont préserver le sol et sa santé biologique.
Pour ce qui est de la lutte contre les organismes nuisibles, on parle de maladies, insectes, mauvaises herbes, entre autres. Normalement, c'est tout ce qui est, on doit mettre en place des pratiques culturelles, mécaniques ou physiques en premier lieu. C'est ce que vous devez vous assurer de bien maîtriser. Et les intrants, normalement, tout ce qui est produits phytosanitaires devrait arriver vraiment, ça devrait être vraiment votre dernier recours, la dernière solution. Pour ce qui est de la gestion vous devez aussi s'assurer d'avoir une bonne gestion des matières végétales et animales, donc c'est tout ce qui est compost, et s'assurer aussi du maintien de l'intégrité des produits bio pendant la manipulation et le transport. La liste des substances permises, j'en ai parlé un peu. Je vous ai donné 2 liens, en fait, vous pouvez aussi trouver une liste sur le site d'EcoSar Canada. Comme je disais, assurez-vous toujours de bien vérifier avant toute utilisation d'un nouveau produit ou même en cours de saison. Assurez-vous que l'organisme de certification autorise le produit. Par exemple, le COCID, on a eu un cas, en 2017 de mémoire, où le COCID était autorisé, un produit à base de cuivre, en fait, qui était autorisé en bio. Et puis, en cours d'année, l'organisme de certification a décidé de ne plus l'autoriser pour ces raisons à eux. Mais sachez que vous devez vérifier annuellement, en fait, les produits que vous utilisez. La période de transition, donc, c'est une période qui dure généralement 3 ans, où vous ne devez pas utiliser de substances interdites. C'est l'occasion de mettre en place des registres, en fait, pour bien vous préparer à la certification. C'est l'occasion de s'informer des pratiques à mettre en place, de bien comprendre les enjeux et défis et potentiels pour la régie biologique. Et puis, l'inscription à l'organisme de certification doit se faire 15 mois avant la vente du produit. Donc, je vous résume un peu les étapes de la certification. Donc, la préparation, ça c'est vraiment dans les années précédentes, votre, 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 votre changement de pratique, en fait, ou de philosophie vers la régie biologique. Vous inscrivez 15 mois avant la vente à un organisme de certification. Vous allez avoir un audit annuel qui va être réalisé par un inspecteur. Et cet audit-là annuel doit se renouveler annuellement. Donc, à chaque année, vous allez recevoir la visite d'un inspecteur. C'est possible qu'il y ait des visites inopinées, donc des visites spontanées d'un inspecteur, aléatoires, en fait, pour vérifier si vous respectez toujours bien la norme. Il y a un coup que l'inspecteur va avoir envoyé son rapport au comité de certification. Il y a un chargé de certification qui va analyser votre dossier et qui va rendre une décision pour indiquer si vous respectez ou non la norme. C'est un coût de 500 à 1500 $ par année, selon généralement la grandeur de l'entreprise et le nombre de produits à certifier. Rapidement, je vais essayer d'accélérer un petit peu. Le déroulement d'un audit, c'est environ 3 heures. Donc, on a l'entrevue d'ouverture, la visite des installations, la vérification des procédures de production, la vérification des registres, vérification des intrants. Il y a un exercice aussi de traçabilité et de balance du produit. Donc, l'inspecteur va vouloir savoir si ce que vous avez produit correspond à ce que vous avez vendu et ce que vous avez en inventaire. Donc, c'est un exercice qui est quand même assez important et qui doit démontrer la traçabilité de votre produit de la production jusqu'à la vente. Donc, assurez-vous d'avoir tous les documents en place là, pour effectuer une bonne traçabilité. Et donc, ce qui est important de retenir aussi, c'est que l'inspecteur fait uniquement vérifier la norme. Ce n'est pas lui qui va prendre la décision, il vient juste, c'est les yeux en fait du certificateur. Pour ce qui est des documents à mettre en place, donc vous avez le plan de production biologique qui est en fait un document qui indique où vous venez indiquer c'est quoi vos pratiques qui sont reliées à les pratiques de l'entreprise qui mettent en place la production bio. Donc, c'est vraiment un document explicatif là, de vos procédures. Sinon, tous les autres opérations doivent être consignées dans des registres. Donc, tout ce qui est achat-vente de produits, les travaux, les traitements, la récolte, le nettoyage des équipements. Il y a aussi un registre de plaintes aussi qui doit être mis en place. Donc, ces documents-là sont indiqués à un endroit et où on peut retracer les dates, compliquer que ça pour la transition bio.
Assurez-vous d'avoir une bonne identification des parcelles, des bouteilles. Encore là, c'est pour la traçabilité des produits. Et s'assurer de conserver une preuve de conformité de tous les produits que vous utilisez. Pour ce qui est de l'étiquette, vous devez vous assurer aussi que les mentions suivantes soient indiquées correctement sur l'étiquette. Et puis, n'hésitez pas à faire valider, ou même c'est très, très conseillé de faire valider votre étiquette avant, auprès de l'organisme de certification avant une impression en trop grande quantité. Parce que c'est possible qu'il y ait des étiquettes qui soient refusées. Donc, à ce moment-là, ça vous impose des coûts de réimpression importants. Donc, pour ce qui est des défis au champ, on parle de prophylaxie, évidemment. C'est valable pour le bio, mais c'est valable pour le conventionnel. Toute personne qui travaille, qui a un champ entre les mains à gérer, devrait normalement mettre ces pratiques-là en place. Donc, je trouve pas que c'est spécifique à la production biologique. Mais bon, ça reste que la prophylaxie, donc le choix du cépage et du site, l'aération, les opérations culturelles qui sont réalisées au bon moment, c'est tous des éléments clés qui vont pouvoir vous permettre de passer comme il faut vers la régie biologique. Mais comme je dis, c'est valable pour le conventionnel aussi. Il y a la liste des substances permises qui est un peu différente, qui est vraiment différente du conventionnel. Donc, pour ce qui est des mauvaises herbes, on va parler pas mal plus de travail mécanique ou d'herbicides, quelques herbicides bio. Insectes, maladies, je vais y revenir un petit peu par la suite. Il faut savoir aussi que les produits autorisés en bio sont généralement des produits de contact. Donc, il va y avoir un lessivage un peu plus fréquent et des méthodes aussi d'utilisation qui vont être un peu différentes des méthodes des produits plus conventionnels. Il faut s'attendre aussi à une efficacité parfois moindre, un seuil de tolérance là, que vous allez devoir élever un petit peu et prévoir aussi, malgré tout, quelques pertes. C'est possible. Plus de passage de machinerie, puis il faut savoir aussi que la disponibilité puis le coût des engrais et des produits phytosanitaires est généralement un peu plus élevé pour les produits biologiques. Donc, je vais passer quand même rapidement sur cette partie-là parce que je ne vais pas trop entrer sur la régie en soi, mais sachez qu'il y a différents outils qui sont disponibles pour la lutte contre les insectes, entre autres des produits à base d'huile, des filets, entre autres, ou des phéromones, des bactéries qui peuvent permettre de venir contrôler les insectes. Il y en a quelques-uns qui vont être plus problématiques que d'autres, entre autres les scarabées, ça peut être sans qui sont un peu difficiles à venir traiter avec des produits, mais par contre, en utilisant des filets anti-insectes, ça fonctionne relativement bien. Je vous ai fait une liste ici que vous allez pouvoir consulter un peu plus attentivement en ayant téléchargé le document, le PowerPoint. En gros, en fait, je vous ai résumé les produits qui sont disponibles en agriculture biologique pour la vigne. En fait, je vous ai classé tout ça en famille. Bon, c'est ma classification, mais ça reste que si on a différents types de produits qui peuvent être à base de bactéries, de phéromones, de plantes ou d'autres qui produisent substances, parfois généralement inorganiques. Donc, dans les substances inorganiques, on va retrouver les huiles, entre autres, le kaolin, qui est une argile, et des sels d'acide gras, des savons, en fait. Et donc, je vais aussi indiquer un peu les produits, les non commerciaux et surtout les modes d'action, en fait. C'est important de savoir comment le produit fonctionne. C'est valable pour le conventionnel aussi. Mais dans le cas du bio, ça nous permet d'avoir une meilleure temps d'application ou un meilleur positionnement des produits pour s'assurer que notre produit soit le plus efficace possible. Dans le cas des maladies, le produit qui revient le plus, en fait, ça va être le cuivre. Le cuivre est un produit quand même très polyvalent, mais qu'on peut utiliser pour la majorité des maladies, sauf peut-être un peu moins l'odium, le blanc. Mais c'est ça. Donc, c'est à faire attention de ne pas surutiliser le cuivre. Pour ceux qui le savent, en fait, en Europe, nous, au Canada, on n'a pas de réglementation sur l'utilisation du cuivre, mais en Europe, ils ont limité en 2018 l'utilisation. Ils sont passés de 6 kg de cuivre par année, par hectare, à 4 kg de cuivre par année, par hectare, le tout lissé sur une période de 7 ans. Nous, ici, on n'a pas cette réglementation-là. On n'a pas les mêmes problématiques au niveau du sol non plus. Par contre, sachez que ça peut être tentant, en fait, de surutiliser le cuivre, étant donné son utilisation, son efficacité sur
sur beaucoup de maladies. Donc, soyez prudents sur l'utilisation du cuivre et essayez de voir un peu comment réduire ce produit-là dans vos parcelles. Donc, c'est le même principe. Je vous ai fait un petit tableau sur les différentes familles et produits disponibles. C'est important, comme en bio ou en conventionnel, c'est important de bien connaître le cycle des maladies et le mode d'action des produits pour, comme je disais, pour bien les positionner au bon moment pour que ce soit le plus efficace possible. Voilà, le tableau se poursuit. Il y en a quand même une bonne liste. Pour ce qui est des maladies, la maladie où on retrouve le plus de produits bio, en fait, c'est le blanc ou l'odium. Il y a plusieurs produits qui ont été homologués au cours des dernières années. Pour ce qui est des mauvaises herbes, un seul produit est autorisé, c'est l'acide acétique. Donc, ça peut être utilisé sans problème, ça fonctionne, je l'ai déjà vu. Par contre, c'est peut-être un peu dispendieux là, pour des très grandes surfaces. Ce qui est le plus utilisé maintenant, ce qu'on voit de plus en plus, c'est les outils de désherbage mécanique. Il y en a une multitude sur le marché. En fait, depuis quelques années, on en retrouve beaucoup plus. Vous les utilisez aussi beaucoup plus, donc c'est très intéressant à voir aller. Donc c'est vraiment la méthode numéro 1 à mettre en place. Et sachez que on peut pas toujours tout faire avec un seul outil. Généralement, c'est les combinaisons d'outils qui peuvent permettre le succès en fait, de la lutte contre les mauvaises herbes. Rapidement, le vin bio, en Europe, ils ont mis en place une réglementation en 2012. J'ai mis le lien pour avoir tous les détails de cette réglementation-là. En fait, ils encadrent tous les types d'intrants et les doses de CO2 qui peuvent être mis dans le vin. Mais en plus, ils ont aussi réglementer certaines pratiques œnologiques, en fait, qui ne peuvent pas être appliquées sur le vin. Donc, ils ont vraiment fait un travail là, au niveau de la norme du vin biologique. Au Canada, après plusieurs vérifications, il n'y a rien de spécifique au vin actuellement. Donc, il faut simplement se référer à la liste des substances permises puis à la norme biologique, en fait, les deux documents que je vous ai présentés tout à l'heure. Il y a quelques éléments sur le SO2, entre autres, mais ça reste, il y a peu de choses spécifiques là, à la production de vin en soi. Pardon. Et voilà, finalement, un outil web intéressant, le Virage Bio. Donc, il y a une foule d'informations qui est disponible à cet endroit-là. Donc, n'hésitez pas à venir consulter ce document. Et puis, sur ce site web, vous allez trouver une foule d'informations intéressantes. Voilà. Donc, je vais céder la parole à Simon, en fait, qui va nous parler un petit peu de son expérience vers la transition de son vignoble en régie biologique. Donc, à toi, Simon. Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous m'entendez bien. Ici, il y a peut-être un peu de bruit de fond. La maison est soufflée par de grands vents ces jours-ci. En fait, ce matin, fait que j'espère que ça se rend bien à vous tous. J'ai accepté de participer au webinaire. Je ne me sens pas un producteur qui est vraiment ferré en agriculture biologique. Je suis tout nouveau dans cette production-là. Mais je veux bien donner mes conseils, mes impressions sur le court cheminement que j'ai fait, les décisions que j'ai prises pour m'y rendre éventuellement dans cette production biologique et écologique de toute ma ferme. Et puis, je vais vous présenter ça en quelques points. En fait, moi, je suis premièrement un vigneron établi depuis plusieurs années. Donc, je cultive la vigne ici sur la ferme depuis 1986. Mon vignoble a une surface de 11 hectares et depuis 3 ans, de ces 11 hectares, on a 2 hectares en production biologique. J'ai pris cette décision-là, comme un peu tout le monde qui est intéressé par la production biologique, pour faire ma part finalement, diminuer l'empreinte des activités de mon entreprise sur la planète finalement. J'ai aussi pris cette décision-là par défi personnel. Ça fait plusieurs années, là, ça fait au-delà de 30 ans que je travaille dans les vignes. J'ai le goût de voir de mon travail différent. J'ai le goût de cheminer. J'ai le goût de mieux comprendre
ma vigne et mon terroir. Fait que c'est un défi que j'ai le goût de relever. Évidemment, l'image de marque, les communications. C'est sûr que pour mon entreprise et pour moi, j'étais à l'aise de prendre cette direction-là. Et bon, c'est ça. Dans le fond, c'est aussi un outil pour devenir un meilleur vigneron. Tenter d'être plus, pas compréhensif, mais plus réactif et d'essayer de mieux voir venir les difficultés qui affligent mon vignoble plutôt que de compenser par des produits chimiques qui mettent un plaster sur des bobos finalement. Je veux aussi essayer de mieux comprendre l'interaction entre la vigne et mon terroir. Et à force de produits chimiques, je pense qu'on finit par couper des liens entre les deux. On peut moins bien mesurer la vitalité du sol et son impact sur sa vigne. Fait que ça aussi, c'est quelque chose que je voulais essayer de mieux comprendre pour être un meilleur vigneron finalement, pour mieux comprendre pourquoi je fais les choses. Alors, c'est pas mal ça, les raisons pour lesquelles j'ai décidé de prendre ce pas-là. Cependant, je le fais graduellement. Pour moi, comme plusieurs vignerons, moi j'ai envie de ma production viticole, puis je veux pas la mettre à mal, puis je veux pas non plus risquer ma mise en marché. Fait que j'y vais graduellement. Et pour ce faire, ben, j'ai décidé de planter une parcelle de vigne qui serait 100% biologique, distincte, séparée du restant de mes parcelles. Je pense que, avant toute chose, mais ça c'est ma perception à moi, chacun aura son idée, mais pour moi, c'est important de bien cerner la production viticole en conventionnel, d'avoir une bonne charge année après année, et de bien comprendre sa production avant de faire une transition. Et puis, l'autre chose, c'est j'ai décidé de garder les deux pour le moment parce que je veux pouvoir faire le lien de l'un à l'autre et éventuellement faire un transfert. Fait que dans le fond, dans ma parcelle de vigne biologique, que j'appelle ma parcelle école, j'applique des principes de production écologique et je vois comment sont affligées mes vignes, puis tout ce que je fais comme travail, comme traitement qui fonctionne bien, je l'applique sur la grande parcelle pour éventuellement faire un transfert total. Mais s'il y a quelque chose qui afflige ma parcelle bio, je veux bien la comprendre, la maîtriser et régler les problèmes avant de faire un transfert complet sur la production. Fait que ça, c'est un peu ça que j'ai décidé. Pour ça, ben, j'ai essayé de comprendre parmi les cépages que je cultivais déjà, lequel serait le meilleur candidat pour être planté. Et dans mon cas, j'ai choisi de planter du Frontenac blanc uniquement dans ma parcelle de vigne biologique de 2 hectares finalement. J'ai essayé de trouver sur ma ferme un bon site. C'est sûr qu'on veut partir avec des éléments gagnants. Donc, un bon site, donc une bonne exposition au soleil, un bon drainage. J'ai essayé je veux m'éloigner des gels, tant les gels de printemps, les gels d'automne, les gels d'hiver, fait qu'un port un peu plus élevé. Et puis, ben, pour pallier aux problèmes qui viendront, j'installe un système de protection contre les gels au cas où il y aurait des gros avaries. Donc, dans mon cas, une fan pour souffler les masses d'air froid. Et puis, ben, c'est ça. Donc, essayer de me donner les meilleures conditions, les meilleures conditions possibles pour avoir les meilleures chances de réussite éventuellement avec cette parcelle-là. Et puis après ça, ben, j'essaie de changer ma philosophie. J'essaie de me voir dans ma parcelle de vigne puis de sentir avec elle qu'est-ce qui pourrait m'affliger. L'impact des pluies, j'essaie d'être plus observateur, j'essaie d'être plus vigilant. J'essaie de ne pas me gêner de questionner les notions que j'aurais acquises au départ ou que je fais par habitude.
Donc, me remettre en question tout le temps sur les actions que je pose sur les vignes. Est-ce que c'est bien ou pas? C'est important pour moi d'être bien entouré. Alors, avec des agronomes compétents, avec des collègues qui font du bio, qui vont pouvoir m'épauler, me guider dans ça. J'essaie de multiplier les lectures pour bien comprendre les produits alternatifs et leur impact sur la vigne. Et puis voilà, donc après ça, j'essaie aussi de consulter d'autres professionnels en production biologique, donc des spécialistes sur les sols, des spécialistes sur les composts, des spécialistes sur les insectes. Donc, c'est tous des éléments qu'on doit prendre en considération quand on veut devenir un meilleur vigneron finalement, pour mieux comprendre notre production. Les menaces, ben, Gaël en a fait le tour tantôt aussi. C'est sûr que les maladies, c'est des menaces concrètes sur notre production. Les insectes, donc les scarabées, le phylloxéra, les drosophiles, il faut trouver des façons de pouvoir les contrer. La surutilisation du soufre et l'accumulation du cuivre au sol, c'est aussi quelque chose à vérifier. Les nombreux passages au champ, alors l'utilisation des tracteurs, la compaction que ça peut apporter. Donc ça peut être problématique. Ensuite, les baisses de niveau de rendement. Parce que c'est ce qu'on veut aussi vérifier. On veut garder un bon niveau de rendement dans le temps. On sait que la vigne, c'est une plante permanente. Et donc, toutes les actions qu'on prend une année ont des répercussions sur l'année qui suit. Et finalement, on emmagasine une banque d'énergie dans le plan où on va diminuer la banque d'énergie du plan d'année en année. Puis ça, il faut le voir, il faut le comprendre, il faut pouvoir agir pour augmenter sa vitalité finalement. L'expression du vin, comment ça va s'exprimer en fonction de la qualité des récoltes, évidemment, mais l'expression du vin, c'est aussi quelque chose qu'on peut valider de l'un à l'autre. Et puis, le coût de production, il faut faire attention pour pas qu'il explose de façon démesurée et qu'on perde un peu la rentabilité de l'entreprise ou du projet qui est en cours. Fait que c'est un peu ça, les menaces que j'entrevois. Finalement, ben, j'ai décidé, j'ai pensé me certifier. Je le fais pour la communication et pour crédibiliser toute mon opération. C'est pas quelque chose qui, pour le moment, dans ma tête, était obligatoire. Je suis plus dans l'idéologie puis de la transition au rythme que je veux prendre. Donc ça, pour moi, c'est plus important. Puis les bonnes pratiques demeureront des bonnes pratiques, qu'elles soient certifiées ou non. Mais c'est sûr que ça crédibilise tout le mouvement. Si on est capable de le faire, si on est capable de trouver les méthodes pour qu'on puisse s'arrimer, ben moi, je préférerais clairement de pouvoir présenter ça à un auditeur puis qu'il puisse vérifier toutes mes actions finalement. Puis dans le fond, la force d'une appellation, c'est le cadre réglementaire qui y est appliqué et puis le respect de tout ça par chacun, c'est ce qui crée la notoriété. Ceci étant dit, essayons aussi de trouver des méthodes pour que le maximum de gens puissent prendre le pas vers cette transition biologique. Et des fois, quand le cadre réglementaire est très strict et contraignant, peut-être pour certains, ce serait bien de pouvoir discuter. Mais là, je parle de mon côté, là, faut voir éventuellement. Donc, c'est un peu ça, la valeur ajoutée. C'est pour ça que je veux faire certifier mes champs. Ça demande une très bonne... C'est sûr quand on est en transition vers le biologique, pendant le moment où on a de la production biologique et des vins traditionnels, ben, ça prend une très bonne ségrégation entre les deux productions. Ça prend de la rigueur dans les procédés. Ça prend aussi des registres de culture qui sont bien clairs. Ça prend une discipline de bien les remplir.
ça prend beaucoup de rigueur aussi au moment de la récolte, dans la traçabilité et durant la transformation. Fait que ça, c'est des choses qui sont importantes à savoir. Mais encore une fois, pour moi, la certification, c'est quelque chose qui est important, puis j'aimerais ça y adhérer et de poursuivre mon chemin vers une adhésion complète sur mon vignoble. Et les enjeux de la certification, ben, l'enjeu principal que moi je vis, que je constate en ce moment, c'est ce que Gaël a parlé tantôt, de ne pas pouvoir produire un même cépage en bio et en traditionnel. C'est sûr que pour un vignoble établi avec plusieurs cépages, de ne pas pouvoir cultiver l'un ou l'autre, c'est clairement problématique. Parce que ben c'est réellement un frein à la transition. Une transition douce, comme j'essaie de le faire. C'est sûr qu'on peut se lancer et planter des vignes dans une parcelle bio 100%. À ce moment-là, pour la ségrégation, c'est beaucoup plus facile, mais je trouve que le risque est plus grand et la compréhension de nos actions est moins bien validée, je trouve, que si on est capable de comparer de l'un à l'autre. Fait que ça, c'est une chose qui est importante. Maintenant, je comprends que dans les framboises et les fraises, si on a deux casseaux de framboises, c'est difficile à détecter laquelle est biologique, laquelle l'est pas. Pour la production de vin, je pense qu'il y a deux choses qui peuvent être regardées. D'une part, la productivité, donc valider la productivité du champ, donc la surface de la parcelle, et d'évaluer sa charge pour avoir, une quantité maximale, une quantité logique de production. Et l'autre chose, ben, je ne sais pas, il y a peut-être des analyses qui peuvent être faites sur le produit fini pour s'assurer qu'il n'y a aucun intrant à l'intérieur du produit. Là, je réfléchis tout haut, mais c'est peut-être quelque chose qui peut être fait, un prélèvement aléatoire pour s'assurer de l'innocuité du produit. Alors, c'est un peu ça que je voulais vous parler. Je vais vouloir répondre aux questions avec plaisir. Ça fait le tour de mes points. Alors, je peux céder la parole au prochain. Merci beaucoup pour ton témoignage et ton expérience, en fait, vers la transition bio. Fait que je vais céder la parole maintenant à Jonathan Roy, qui va nous parler des mesures d'aide qui sont disponibles pour les producteurs qui se dirigent vers le bio. Bien, bonjour tout le monde. Est-ce que le son est bon, oui? Parfait, ça semble correct. Merci Gaël, merci Simon. En fait, on m'a demandé de vous présenter les différentes mesures d'aide du MAPAC, en fait, qui s'appliquent aux vignerons bio puis aux vignerons qui sont en transition biologique. Je vais vous parler effectivement des aides financières du MAPAC, mais je vais aller un petit peu plus loin aussi. Je vais vous parler au niveau des bonifications pour les services conseils et des bonifications de différents programmes de la financière agricole aussi. Donc, vous comprendrez que je n'irai pas dans les détails des différents programmes parce que, bon, j'ai au maximum 15 minutes pour faire un topo complet. Donc, je vous les présente sommairement, mais vous allez voir, là, il y a vraiment plusieurs mesures d'aide qui sont très intéressantes. Rapidement, un petit topo du secteur là, avant de rentrer plus au cœur au niveau des mesures d'aide. Bien, il n'y aura pas de surprise pour vous. Là, le secteur bio, c'est un secteur qui est en pleine croissance. On parle d'une croissance annuelle moyenne de plus de 10% au Québec. C'est vrai au Québec, c'est vrai au Canada, c'est vrai aux États-Unis, puis c'est vrai à peu près partout dans le monde. Donc, c'est vraiment un secteur qui est en pleine croissance. C'est le secteur de l'agroalimentaire. En fait, c'est le seul secteur de l'agroalimentaire qui a une croissance aussi soutenue depuis 15-20 ans même. Par contre, on importe actuellement à peu près 70% de nos produits bio parce qu'on ne fournit absolument pas à la demande. Donc, moi, j'y vois vraiment... comment je pourrais dire, je vois un avantage, en fait, pour nos entreprises. Donc, un potentiel très intéressant à ce niveau-là. Rapidement, pour vous montrer le portrait du secteur, le nombre d'entreprises avec une certification biologique au Québec, c'est en croissance. Là. Si vous regardez le tableau de 2006 à 2017,
Si on regarde le nombre total d'entreprises qui détenaient une certification en 2006, c'était légèrement au-dessus de 1000 entreprises. Et actuellement, en 2019, on a près de 2700 entreprises qui détiennent une certification. Donc, c'est presque 2,7 fois plus là, en l'espace d'à peu près 13 ans. Et on a beaucoup d'entreprises aussi en pré-certification actuellement. Donc, si tout va bien, là, ces quelques centaines d'entreprises-là en pré-certification devraient faire monter le chiffre des entreprises qui détiennent une certification là, au cours des prochains mois. On a lancé en 2015 la stratégie de croissance du secteur biologique, qui était un paquet de mesures d'aide, en fait, qui est pour aider au développement du secteur bio au Québec. Le cœur de cette stratégie-là pour les entreprises agricoles, c'était le programme d'appui pour la conversion à l'agriculture biologique, qui avait pour but d'augmenter l'offre québécoise en produits biologiques. On a été capable de repousser l'échéance de ce programme-là jusqu'au 31 mars 2022. Donc, on a le temps là, facilement d'en profiter. Donc, pour aller un petit peu plus en détail là, dans ce programme-là, la clientèle cible, c'est les entreprises qui sont en démarrage, en conversion et celles qui sont déjà en production biologique. On a 2 volets au programme. Je vais m'attarder sur le volet 1 principalement parce que c'est celui qui nous touche aujourd'hui. Le volet 2 est principalement pour les installations d'élevage. Donc, on parle d'un soutien à la conversion d'unités de production en production végétale, acéricole et apicole. C'est un montant, finalement, c'est une aide financière, un montant forfaitaire qui est versé, premièrement, à la pré-certification, premier montant, et un deuxième montant à la certification. On parle d'un maximum de 20 000 par entreprise, 10 000 par étape. Donc, un maximum de 10 000 à la pré-certification et un 10 000 à l'étape de la certification. On parle d'un montant, là, pour ce qui nous touche, j'ai mis en rouge, là, la viticulture est considérée bien sûr comme l'horticulture maraîchère et fruitière. Donc, on parle de 2 500 l'hectare en pré-certification qu'on peut aller chercher et un 2 500 l'hectare en certification. C'est des montants forfaitaires, on n'a pas besoin de facture, de preuve d'achat, de rien. Tout ce qu'on a besoin, en fait, c'est d'une preuve de l'organisme de certification, comme quoi vous avez franchi premièrement l'étape de pré-certification. Donc là, on a accès à un premier montant d'aide financière et un an plus tard, quand on a franchi l'étape de certification, avec preuve à l'appui, on est capable d'aller chercher l'autre montant. Donc, ça veut dire qu'un vignoble de 4 hectares à 2 500 l'hectare peut aller chercher les maximums là, à ce moment-là de 10 000 à l'aide pré-certification et un autre 10 000 à la certification. Ensuite, bonification au niveau des services conseils. Simon en a parlé tantôt. C'est très important d'être bien entouré. C'est vrai pour les producteurs conventionnels, c'est encore plus vrai en production biologique. Donc, d'être bien encadré, oui, par des producteurs, des vignerons d'expérience, mais aussi par des conseillers d'expérience. Donc, pour favoriser ça, le côté service conseil, on a bonifié à hauteur de 85 % l'aide financière qui est accordée pour les services conseils en gestion, en encadrement technique et en agro-environnement. Donc ça veut dire que vous payez finalement 15 % de la valeur réelle du conseiller qui va chez vous. Donc, ce programme-là se termine en 2023. Encore une fois, la clientèle cible, c'est des entreprises en démarrage, en conversion et celles qui sont en production biologique. On applique via le réseau AgriConseil de votre région. Il y a des montants maximum là, par type de conseil, agro-environnement, encadrement technique et gestion. Puis, il y a des montants maximum aussi qui peuvent être donnés par entreprise aussi pour la durée du programme. Donc, vous les avez ici. Programme Prime Vert maintenant, qui est un très, très gros programme au MAPAC. On a bonifié beaucoup de mesures du programme Prime Vert, en fait, pour les producteurs bio et en transition bio. On parle de bonification de l'aide financière jusqu'à 90 % pour certaines interventions. Là, je vais vous parler des différentes interventions qu'on a bonifiées à 90 %. Ça veut dire que pour, par exemple, des équipements qui sont admissibles, vous payez réellement, finalement, vous payez 10 % de la valeur réelle de l'équipement parce qu'on la subventionne à hauteur de 90 %. Ça, c'est pour les entreprises qui sont en pré-certification ou qui détiennent une certification biologique. Oups, on est revenu au début. C'est pas bien long, on va ramener ça.
Donc, voilà les différentes mesures du programme Prime Vert qu'on a bonifiées à 90%. Là, je vais rentrer un petit peu plus en détail après en vous donnant quelques exemples d'équipements qui peuvent être admissibles, mais on parle de la mesure équipement et pratique visant la réduction des risques liés aux pesticides. On a des montants maximales pour la durée du programme et par équipement là, à ce niveau-là. On a équipement permettant l'application en bande des matières fertilisantes dans les cultures horticoles, aménagement intégrant des arbres et des arbustes ou favorable à la biodiversité, pratique et ouvrage de conservation des sols et gestion optimale de l'eau d'irrigation. Donc, un peu plus en détail au niveau de ces différentes mesures-là. Au niveau de la mesure équipement et pratique visant la réduction des risques liés aux pesticides, ben, on peut aller chercher une aide financière pour des équipements de désherbage thermique ou électrique. Je vous ai mis quelques exemples. La photo du centre, c'est un pyrodésherbeur. Ça, c'est un peu plus classique ici au Québec. Il y a beaucoup de producteurs bio qui ont acquis ce genre d'équipement-là, qui est admissible au programme. Mais sinon, on peut aussi aller chercher des équipements là, de désherbage à la vapeur ou désherbeurs électrothermiques. Donc ça, c'est pour le moment très peu connu au Québec, mais c'est un équipement qui est admissible. En fait, c'est qu'on va, on va envoyer un choc électrique finalement à la plante pour brûler la mauvaise herbe jusqu'aux racines. Donc, c'est tous des équipements qui sont admissibles. Autres équipements qui sont admissibles aussi à une mesure d'aide, on parle d'unités de pulvérisation de tunnels, d'équipements de traitement en bande et même l'ajout, la modification d'équipements de désherbage mécanique, donc qui peuvent être admissibles. Autres équipements aussi, on parle de systèmes de désherbage mécanique de précision, d'équipements de désherbage mécanique spécialisés et d'équipements de désherbage mécanique complet traditionnel. Donc, je vous donne quelques exemples. Vous voyez les photos. On a, par exemple, un Weed Badger, qui est un type d'équipement, pour donner un exemple, qui est admissible. Et on a même les épanpreuses aussi, qui peuvent être admissibles aussi à ces différentes mesures d'aide-là. Je ne rentre pas plus dans les détails, question de temps. On a aussi des tondeuses intercept aussi qui peuvent être utilisées, comme par exemple, on a une tondeuse trèfle ici, qui est un exemple. On a les bineuses aussi, donc les doigts caoutchoutés, qui peuvent aussi être admissibles au programme. Autre équipement aussi, les toiles d'occultation. Donc, les toiles d'occultation, comme on voit la photo ici à gauche, qu'on va utiliser principalement avant l'implantation d'un vignoble pour éliminer les mauvaises herbes en place. Donc, ça peut être admissible. Les filets anti-insectes sont admissibles aussi. Là, je spécifie filets anti-insectes, pas les filets contre les oiseaux. Donc, vraiment les filets anti-insectes qui sont admissibles. Et même, pour compléter le désherbage, on a des équipements de désherbage manuel aussi qui peuvent être admissibles pour les producteurs bio en transition de petite taille. Donc, la notion de petite taille est plutôt floue à ce niveau-là, mais je vous dirais que la plupart des vignerons actuellement au Québec pourraient probablement se caser dans cette catégorie-là, donc pourraient être admissibles pour des équipements de désherbage manuel. Autres équipements qui peuvent être admissibles, on parle des équipements qui permettent l'application en bande des matières fertilisantes dans les cultures horticoles. Donc, par exemple, l'achat d'un épandeur latéral qui permet l'application en bande de matières fertilisantes, qu'on parle de compost, qu'on parle de fumier ou qu'on parle de granules de fumier de poule pondeuse, par exemple, ou toute autre matière fertilisante biologique, organique. Donc, ça peut être éligible aussi. Et même la modification d'un équipement afin de permettre l'application en bande de matières fertilisantes, c'est aussi admissible à cette mesure-là. Autre mesure qui a été bonifiée aussi pour les producteurs bio et en transition, on parle d'aménagement intégrant des arbres et des arbustes favorables à la biodiversité. Donc, par exemple, l'implantation du haie brise-vent, même la taille et l'entretien peut être admissible aussi. Donc, haie brise-vent est séparatrice. On connaît les avantages au niveau de la répartition de la neige, au niveau de la couverture par le vent aussi, de la coupure du vent. Mais pour les producteurs bio, il y a des avantages autres aussi. Par exemple, ça peut réduire la bande tampon qui est exigée pour les producteurs bio du voisin conventionnel et ça peut aussi réduire les risques de dérive de pesticides aussi qui pourraient provenir d'une ferme voisine. Donc, c'est tous des avantages non négligeables. On parle aussi d'aide financière pour des bandes riveraines élargies et d'aménagement favorisant la biodiversité. C'est toutes des mesures qui peuvent être admissibles aussi et qui sont bonifiées. Autre chose aussi, pratique et ouvrage de conservation des sols. Donc, c'est aussi des choses qui peuvent être admissibles aussi.
Ça, je les passe très rapidement. Gestion optimale de l'eau d'irrigation, même chose aussi. Donc, on a des mesures d'aide à ce niveau-là qui sont bonifiées pour les producteurs bio et en transition bio à hauteur de 90 Au niveau de la financière agricole, maintenant, je passe très rapidement aussi, mais il y a le programme d'appui à la diversification et au développement régional. La conversion à l'agriculture biologique est considérée comme une diversification, donc c'est pour ça qu'on peut avoir un soutien financier à ce niveau-là pour la période de conversion et on parle d'un maximum de 15 000 donc c'est intéressant aussi. Autre mesure aussi, autre programme de la financière agricole, programme d'appui au développement des entreprises agricoles du Québec, où on peut aller chercher encore une fois un soutien financier pour se conformer aux normes biologiques et on parle d'une aide financière d'un maximum de 20 000 Donc tout ça, pour plus de détails, là, je vous recommande fortement de contacter la financière agricole à ce niveau-là. Autre chose aussi, il y a une bonification au niveau du programme Agri-Québec. Donc, c'est une majoration en fait de la contribution gouvernementale pour la période de conversion à l'agriculture. Donc, une autre mesure qui peut être très intéressante aussi. Donc, ça fait quand même pas mal le tour des principales mesures d'aide. Je terminerai en fait simplement en vous disant, on l'a vu tantôt par les présentations de Gaël et Simon, l'agriculture biologique, c'est un secteur qui comporte de nombreux défis, mais aussi énormément de belles perspectives de développement. Je tiens à souligner aussi que le développement du secteur biologique, ça demeure une priorité pour le MAPAC. Et comme on l'a vu tantôt, on vient de le voir, en fait, on a plusieurs mesures de soutien qui sont disponibles. Pour avoir plus de détails à ce niveau-là, je vous recommande fortement de contacter votre centre de service. Donc, votre centre de service du MAPAC pour les différentes mesures du MAPAC, mais aussi de la financière agricole et du réseau Agriconseil. Donc, je termine comme ça. À vous de saisir l'occasion. Merci. Merci beaucoup, Jonathan. C'était bien intéressant. Plusieurs mesures d'aide disponibles. C'est impressionnant, hein? Pour les producteurs bio ou en transition. Donc, j'espère que vous allez en profiter. Je ne sais pas s'il y a des questions qui ont été retenues par Gilda pendant les trois présentations. Si vous en avez quelques-unes, n'hésitez pas à les taper dans le clavardage. Maintenant, on peut prendre juste quelques minutes. Là, il est 13h pile. Normalement, on devrait arrêter, mais je pense qu'on peut prendre 1 ou 2 minutes pour les questions. Donc, Gilda, est-ce que tu as retenu des choses? Oui, en fait, vous avez... Il y avait 2 questions, 3 questions, les deux qui étaient destinées à toi, Gaël, et puis l'autre à Monsieur Simoneau. La première question, c'est Madame Diane Leblanc qui l'a posée. Est-ce qu'il n'y a pas d'exception à la production parallèle pour les vivaces? Bonne question. A priori, en fait, Diane, tu devrais quand même être au courant, mais a priori, je ne penserais pas. Il faudrait vérifier après auprès de l'organisme de certification. C'est pas impossible qu'ils acceptent des dérogations, mais après, c'est probablement du cas par cas. Je pense que l'idée, c'est aussi d'être en mesure de bien identifier la ségrégation entre les produits. Donc, peut-être que dans certains cas, c'est possible, mais a priori, j'avais retenu que non, en fait. Mais à vérifier. Parfait. Donc là, c'est une question qui serait adressée à M. Simoneau par Mirella Aoun. Elle a posé la question suivante. Est-ce que toute votre vignoble est certifiée bio ou seule une partie est certifiée? Est-ce que vous prévoyez à étendre la certification à tout votre vignoble? Donc, pour le moment, il n'y a qu'une partie du vignoble qui est certifiée, les 2 hectares de vignes biologiques, mais on est en transition et effectivement, l'objectif, c'est d'avoir une production intégrale, donc toute la ferme en production biologique. Il faut comprendre aussi que j'ai d'autres enjeux parce qu'on est aussi éleveur agricole, on est éleveur avec des animaux, donc on doit aussi faire une transition biologique pour nos élevages. Mais oui, l'objectif, c'est de tout réaliser ça. Parfait. Il y a une question de Monsieur Simon Labrec. Quelles sont les mesures de lutte contre les guêpes? Et puis, il a ajouté une question, une précision en disant que il y a plusieurs variétés de guêpes, mais que les pièges en attrapent juste environ 15%.
OK. En fait, ce que je répondais, c'est que, a priori, les filets anti-insectes, c'était probablement la meilleure méthode d'exclusion en fait des guêpes. Effectivement, des pièges, ça peut être une des méthodes, mais si la population est faible, en fait. Donc, pour l'instant, ce que je vois le plus efficace, ce serait les filets anti-insectes. Ok. Il y a Monsieur Matthew Quinn qui pose la question à savoir est-ce que le cépage Crescent, si ce serait un cépage de choix pour faire une transition en biologique. Je ne sais pas, peut-être que tu pourrais aussi élaborer en citant quelques cépages qui seraient des cépages de choix pour la production biologique. Effectivement, le choix du cépage est extrêmement important là, pour bien réussir sa transition bio. Tout est possible, mais quand même, il y en a qui peuvent nous permettre que ce soit beaucoup plus facile que d'autres. La Crescent, c'est pas un mauvais choix. Par contre, il peut y avoir certaines problématiques là, en termes de mildiou, entre autres. C'est pas le plus maladif, mais il y a certains défis que pose ce cépage-là. Donc, a priori, je dirais que oui, ce serait un cépage facile. Tout ce qui est Frontenac, par exemple, c'est des cépages qui sont assez faciles au niveau de la transition bio. Par contre, quand on parle plus de Vitis vinifera ou de cépages européens, le défi va être un petit peu plus grand quand même. Donc, les hybrides peut-être plus faciles, les hybrides américains, les hybrides français, c'est déjà un autre défi. Et vinifera, Vitis vinifera, ça c'est un plus grand défi encore. Il y a M. Jean-Pierre Foucault qui demande, c'est beaucoup plus une question de précision, est-ce que M. Foucault pensait que tout le vignoble devait être bio? Je sais pas, juste une précision. En fait, oui, l'objectif de l'entreprise doit être une transition complète. Après, ça peut se faire par étapes. On peut certifier des parcelles uniquement, mais pour simplifier la chose auprès de l'organisme de certification et pour ce qu'on parlait des productions parallèles, idéalement, il faudrait que si vous avez une parcelle complète de Frontenac, que vous voulez certifier en bio, il ne faudrait pas qu'il y ait de Frontenac ailleurs qui reste en conventionnel. L'idée, c'est que c'est un peu difficile de distinguer un Frontenac dans une chaudière, par exemple, ou dans une cuve. C'est un peu difficile de distinguer qu'est-ce qui est bio, qu'est-ce qui ne l'est pas, en fait. Donc, l'idée, c'est vraiment d'assurer une ségrégation entre le bio et le conventionnel. Mais ça reste que l'objectif final devrait être une transition complète de l'entreprise, effectivement. Monsieur Foucault réenchérit en disant, est-ce que les autres cultures doivent être aussi bio? Pas nécessairement, mais ça reste que dans la philosophie du biologique, normalement, on devrait viser une transition complète de l'entreprise en soi. Après, c'est beaucoup plus facile de faire effectivement par exemple, si on convertit uniquement le vignoble en bio et pas la partie fraise, c'est quelque chose qui est assez facile à faire, ou l'inverse. Par contre, normalement, comme je disais, dans les normes bio, on devrait viser une transition complète de l'entreprise. Après, ça peut être sur plusieurs années. Ok, je vois le temps passer, je vais faire deux questions. Et une dernière pour toi, Gaël, et puis la dernière à Monsieur Roy. Question pour toi, Gaël. Pourquoi le cuivre? C'est Sarah du Temple qui vient de poser la question, puisqu'il est accepté en biologique. Je ne suis pas certaine de comprendre la question. Pourquoi le cuivre? On peut discuter très longtemps sur le cuivre. C'est un produit qui est quand même très efficace. C'est un produit de contact, en fait, qui est très efficace contre la majorité des maladies. Donc, c'est un produit qui peut parfois être surutilisé. En gros, pourquoi on peut utiliser le cuivre? C'est un produit qui, comme je disais, est très efficace là, en termes de phytosanitaire, en termes de gestion des maladies. Donc, c'est un vieux produit qui est utilisé depuis des centaines d'années en Europe et qui est utilisé aussi. Là, donc, c'est difficilement vous dire pourquoi plus que ça. Ça a des propriétés antifongiques là, très, très bonnes. Là. Oui, c'est toxique le cuivre, c'est un métal, ça s'accumule dans le sol, mais c'est pour ça qu'il faut l'utiliser avec parcimonie et puis faire attention à son utilisation, surtout en termes de quantité dans le temps. Mais je vous rassure, on a quand même des marges là, en termes d'utilisation du cuivre au Québec. Là. On n'est pas dans les mêmes situations qu'en Europe. Là.
Mais c'est ça, il y a certains producteurs bio qui décident de ne pas utiliser le cuivre du tout, qui ne veulent pas l'intégrer dans leur champ. C'est un choix. Après, c'est un outil comme un autre qui est autorisé actuellement. Dernière question à M. Roy. Pouvez-vous définir c'est quoi un vignoble de petite taille? Oui, en fait, c'est une très bonne question. Comme j'ai dit dans ma présentation, le programme est assez flou à ce niveau-là. Donc, il n'y a pas de surface, de superficie maximale de décrite dans le programme. Donc, je vous conseille fortement là, de parler à l'administrateur du programme dans votre région pour voir avec lui si vous êtes éligible là, à cette mesure-là qui s'adresse pour les petites entreprises de petite taille, en fait. Mais il n'y a pas de surface de prédéfinie.